Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est les Newsas, et au menu on continue le feuilleton Intel qui n'en finit pas. La RTX 3060 qui apparemment serait sur la fin, les laptops Snapdragon X qui chutent déjà en prix, et d'autres trucs. Allons voir tout ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour, et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors on débute avec les déboires d'Intel et la lente descente aux enfers pour la marque, puisque bon, il y a entre autres les problèmes de stabilité des processeurs génération 13 et 14, avec des possibles class action qui tentent de se mettre en place aux États-Unis. Je sais pas s'il y a assez de bases pour lancer ce type de procédure, vu que le droit US c'est un délire assez particulier, mais il y aurait maintenant quand même deux firmes qui s'intéresseraient au sujet. Et de ce que j'en ai compris, c'est un petit peu si Intel avait laissé la situation complètement pourrir, entre guillemets, en n'apportant aucune réponse ou solution aux clients, en remplaçant par le matériel défectueux ou en refusant les retours SAV, ce genre de truc, il y aurait peut-être eu moyen de lancer une class action un petit peu plus facilement. Mais vu la tournure des choses, pour le moment, je suis pas certain que ça se fasse, même si, bon, clairement, ça doit aussi mettre un petit peu la pression sur Intel pour résoudre le problème, ou tenter justement d'éviter une class action le plus possible, puisque c'est vraiment pas dans leur intérêt qu'il y ait ce genre de trucs qui se mettent en place. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, le fait qu'Intel ait décidé subitement, après les annonces de possibles class action, d'arriver juste ensuite et d'annoncer une extension de garantie pour les générations 13 et 14 en version boîte, ça y est peut-être pas étranger, puisque oui, c'est maintenant officiel, pour tous ceux qui ont une version boîte, la garantie passe de 3 à 5 ans pour les générations 13 et 14, ce qui est une bonne chose. Par contre, cette nouvelle ne concerne pas forcément les détenteurs d'une version Tray, c'est juste un processeur qui arrive nu sans boîte, mais du coup la garantie n'est pas la même. Donc ici, ceux qui ont acheté une version Trade n'auraient pas une garantie étendue à 5 ans. Pareil, si votre processeur provient d'un assembleur avec un PC qui est déjà monté, c'est à l'assembleur du coup de gérer les retours en cas de besoin, et la durée de la garantie ne dépend pas d'Intel, ça dépendra du monteur du PC, de la boîte qui a assemblé le PC, ou si c'est un intégrateur système un petit peu plus gros, comme HP et compagnie, c'est eux qui géreront la garantie, c'est pas Intel. Pareil en ce qui concerne les PC portables, pour le moment les puces Raptor Lake Mobile ne seraient pas concernées par les soucis de stabilité, mais vu je dirais les retournements de situation qu'on a depuis ces derniers mois, clairement, je dirais pas que c'est totalement impossible que les PC portables soient concernés d'une manière ou d'une autre quand même, puisque pendant très très longtemps, selon Intel, seules les versions K des processeurs étaient concernées par les soucis de stabilité, c'est ce qu'on avait entendu dire au tout début. Sauf que dernièrement, comme on peut le voir ici dans une interview pour The Verge, Intel a déclaré que même les processeurs en version 65 watts, des processeurs Raptor Lake Gen 13 et 14, étaient aussi concernés potentiellement par les soucis de stabilité. Et donc du coup, ça fait un gros paquet de processeurs potentiellement à risque. Alors, malgré tout, il faut tout de même garder à l'esprit que c'est majoritairement les i9 qui sont impactés. Ensuite, on a les i7 qui sont déjà bien moins concernés, mais ça peut arriver aussi. Un petit cran en dessous encore les i5 qui sont moins concernés que les i7, et ainsi de suite. Donc les versions 65 watts sont probablement beaucoup moins impactées que les versions K des processeurs. Faut pas oublier non plus qu'une partie de la gamme 65 watts en génération 13 et 14, ça peut aussi être de la génération 12 déguisée. Tout ce qui se trouve entre un 13100F et les 14500, ça peut être de la génération 12 sous le capot. Pour le savoir, par exemple, il faut regarder avec CPU-Z. Alors je vous le montre ici avec mon 14700K, qui est obligatoirement un Raptor Lake, mais il faut observer le stepping de votre puce, de votre processeur. Si c'est du B0, comme c'est le cas ici pour mon processeur, c'est du Raptor Lake, donc potentiellement à risque. Alors je sais, ça sera peut-être un petit peu petit sur la capture, mais en gros c'est
les deux lignes en dessous du logo. Moi, c'est la révision B0, c'est du Raptor Lake. Mais si par exemple vous avez un 13400F et que c'est écrit que c'est du C0, alors c'est du Alder Lake, donc de la génération 12, qui n'est donc pas concerné par les histoires d'instabilité. Donc il y a beaucoup de processeurs génération 13 particulièrement et 14 qui peuvent être non impactés, puisque c'est en fait de la génération 12 sous le capot. Donc ça, c'est à vous de contrôler si ça vous fait un petit peu peur. Donc bref, une fois qu'on a dit tout ça, et quand on sait qu'une partie des puces portables sont les mêmes que pour les PC de bureau, je serais quand même pas hyper surpris d'apprendre à un moment ou à un autre que les laptops pourraient aussi avoir des problèmes, même si, pour l'instant, on n'en sait rien. La communication officielle, c'est pour les laptops, les puces sont pas concernées, tant que ça change pas à ce niveau-là, on sait pas vraiment. Alors il y a aussi eu une vidéo de chez GamersNexus sur le sujet d'Intel et des processeurs et tout ça, qui est paru hier. On n'apprend pas forcément grand chose de nouveau sur la situation au global, je dirais, et c'est plus un gros récap qu'autre chose. La vidéo traite principalement sur la manière dont Intel a géré la situation depuis le début de l'histoire. Et oui, clairement, Intel aurait dû mieux gérer le problème. Ça dure depuis vraiment bien trop longtemps, et Intel était probablement au courant depuis un bon moment de ce qui se passait, et d'avoir des suppositions sur quoi faire, puisque ça fait quand même un bout de temps que ça traîne. Puisque bon, c'est vrai qu'on a eu un petit peu trop de pseudo-solutions qui n'étaient pas très claires, qui n'ont pas franchement résolu les soucis de stabilité, et beaucoup de tentatives de glisser la poussière sous le tapis, et faire traîner les choses. Et c'est vrai que la gestion du SAV, selon les régions, est apparemment loin d'être parfaite. Et clairement, c'est vrai qu'on attendait quand même mieux d'une boîte comme Intel, et je pense qu'ils se sont un petit peu aussi écorchés au niveau de leur image de marque, sur ce coup-là, auprès de nous, les amateurs de hardware, PC et gamers aussi. L'histoire n'est pas encore, je dirais, étendue au grand public pour l'instant, mais si ça venait à être le cas, ce serait un petit peu plus compliqué pour Intel aussi. Mais bon, si le sujet vous intéresse, vous voulez revoir un gros récap de toute l'histoire, la vidéo de GamersNexus est pas inintéressante du tout, même si elle est plutôt longue, puisque c'est pas loin de 50 minutes sur le sujet. Ça rentre dans beaucoup de détails qui sont pas forcément hyper importants, mais bon, ça donne une idée de ce qui se passe. Alors cette semaine, on a également eu les résultats financiers d'Intel pour le second trimestre de 2024, et clairement, comme on peut le voir ici, les résultats sont pas bons. Si on regarde les chiffres, on voit qu'au niveau de la marge, on est sur 0, donc c'est vraiment pas bon. Et c'est aussi moins bien que l'année dernière sur la même période, qui était déjà particulièrement mauvaise. Et si on regarde les résultats un petit peu plus en détail, on voit que pour la partie client, CCG, la partie à gauche, on voit que c'est celle qui se porte le mieux. C'est tout ce qui est PC de bureau, laptop grand public et tout ça. Dans l'ensemble, c'est pas la dinguerie, c'est pas la catastrophe totale non plus, c'est en progrès vis-à-vis de l'année dernière, même si je pense que les histoires liées à Raptor Lake ne sont pas encore présentes sur les résultats, et on verra bien au prochain trimestre si toute cette histoire-là, ça a un impact sur le long terme aussi, et si ça a un impact sur les revenus d'Intel. Par contre, on voit que côté serveur, au centre ici, c'est toujours la catastrophe. Ça baisse beaucoup, ce qui est assez catastrophique pour Intel, car c'est vraiment un des segments qui normalement rapporte le plus. Et on verra ensuite que comparé à AMD, c'est pas le même délire. Et là, Intel fait moins bien que l'année dernière. Et au niveau de la marge, c'est vraiment pas bon du tout sur ce segment-là. C'est vraiment de très mauvais résultats. La section Next à droite fait moins bien qu'au trimestre précédent elle aussi, comme les autres segments, mais un poil mieux que l'année dernière. Donc bon, dans l'ensemble c'est pas trop mauvais, mais c'est quand même une baisse de régime par rapport au trimestre précédent. Autre secteur qui plombe les résultats d'Intel, c'est Intel Foundry, donc les usines de fabrication, qui est de plus en plus déficitaire, en grande partie car Intel ne semble pas trouver énormément de clients pour son activité fonderie, contrairement à TSMC où généralement c'est plein, même si on a aussi entendu dire la semaine dernière des rumeurs comme quoi Nvidia pourrait commencer à utiliser le service Foundry d'Intel, ce qui serait très positif pour Intel. On a entendu parler de production de 5000 wafers de H100 par mois, des puces Nvidia pour intelligence artificielle. On verra bien si ça se concrétise, mais c'est vrai que si Nvidia devient client de Intel Foundry, ce serait une bonne nouvelle pour Intel. On a aussi d'autres résultats chez Intel pour Altera et Mobileye. Bon, très clairement, on le voit sur les graphes, c'est pas la fête non plus. On voit que du côté d'Altera, c'est déficitaire. Pour Mobileye, au niveau du bénéfice et tout ça, c'est pas incroyable non plus. Même si, pour Mobileye, c'est en progrès par rapport au trimestre précédent, mais on est moins bon que l'année dernière. Et en ce qui concerne les prédictions pour les résultats pour le prochain trimestre, c'est pas spécialement encourageant non plus, puisque, comme on le voit ici, tout serait à la baisse vis-à-vis de l'année dernière, ce qui n'est pas vraiment encourageant. Donc ça va pas vraiment très fort, c'est le moins qu'on puisse dire, et quand ça va pas fort,
souvent, une des premières choses que les boîtes font, c'est de licencier. Et ce sera le cas pour Intel ici, puisqu'ils ont annoncé qu'ils se préparaient à mettre à la porte entre 15 000 et 20 000 employés, selon les estimations. Donc plus de 15% de la masse salariale. Donc c'est beaucoup, et c'est toujours moche de voir des gens perdre leur taf. Force à ceux qui vont être licenciés pour trouver du taf ailleurs. Après, c'est vrai aussi que si on regarde le nombre d'employés chez Intel comparé à AMD et Nvidia par exemple, sur le graphique ici, on voit que Intel, c'est clairement un gros paquebot. Aux dernières estimations ici, Intel c'est 130 000 employés actuellement, là où Nvidia s'approche des 30 000, et ils ont beaucoup embauché dernièrement, et AMD ça tourne aux alentours des 26 000. Et bon, les deux petits, entre guillemets, sont actuellement bien plus profitables qu'Intel, d'assez loin, avec une masse salariale bien plus faible. Donc c'est pas hyper surprenant de voir Intel se séparer d'autant de monde. Et ça devrait les faire tomber à un niveau, je dirais, de masse salariale assez proche de ce qu'ils avaient encore il y a quelques années. Parce que c'est vrai qu'ils sont aussi pas mal embauchés depuis 2019. On voit que c'est monté quand même assez fortement. Alors, c'est pas pour autant que juste mettre des gens à la porte, ça leur permettra de devenir bénéficiaires, mais bon, parfois, certaines boîtes deviennent très ou trop grosses, et ça les fait perdre en efficacité aussi, ou en agilité, si on peut dire comme ça. Peut-être qu'Intel était aussi devenu trop gros. Et c'est vrai que de faire changer de cap un gros paquebot, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc bon, généralement, licencier beaucoup de monde, c'est souvent un signe positif du côté de la bourse, mais c'est surtout le cas quand une boîte se porte plutôt bien. Mais comme on va le voir ici, l'annonce des résultats d'Intel, c'était sanction immédiate au niveau de la bourse avec une baisse de l'action d'environ 30%, ce qui est quand même assez énorme. Alors, ça s'explique sûrement en grande partie par les résultats qui étaient quand même très mauvais, mais aussi parce qu'Intel a choisi de ne plus distribuer de dividendes à ses actionnaires, pour l'instant. Donc double mauvaise nouvelle, ça fait fuir les actionnaires, sans grande surprise, mais c'est assez inquiétant pour l'entreprise, puisque si on dézoome sur une année, on voit que ça craint quand même beaucoup. Et si on dézoome encore plus sur 5 ans, là c'est quand même un petit peu le plongeon. Donc bref, j'espère vraiment pour Intel qu'ils réussiront à redresser la barre, mais il va falloir que ça bouge quand même un petit peu. Alors après, c'est vrai qu'une bonne partie des résultats actuels sont dus à des choix stratégiques qui ont été faits il y a quelques années, et clairement, c'était apparemment pas les meilleurs. Pour autant, je pense pas non plus qu'Intel coule. C'est une boîte stratégiquement hyper importante pour les États-Unis, et à mon avis, ils les laisseront pas s'effondrer. Alors après, on verra ce qui se passe suite aux diverses réorganisations internes et tout ça, parce que je pense que ça va encore évoluer comme ça pendant quelques temps. On verra bien ce qui se passera. Mais bon, oui, les mauvaises nouvelles s'accumulent et les mauvais résultats s'enchaînent aussi. Donc c'est quand même assez inquiétant. Alors on enchaîne ensuite avec les résultats financiers d'AMD. Et là, c'est clairement plus positif que pour Intel. Au niveau des revenus et marges, on est dans le positif. Et c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Ce qui est très bien, c'est ce qu'on veut quand on est une entreprise. Surtout qu'en plus, Zen 5 n'est pas encore sorti. Bon, on n'a pas eu les petits tableaux, je dirais récapitulatifs, comme on les a eu chez Intel ici. C'est vrai que d'habitude AMD les fournit également. Là, on a juste eu du texte et c'est le genre de petits tableaux. Mais bon, apparemment, si on lit le texte, grosse progression côté serveur pour AMD, au détriment d'Intel, bien évidemment, avec apparemment un trimestre record pour AMD, 115% vis-à-vis de l'année dernière, qui est quand même une énorme progression. Au niveau du segment client, donc la Ryzen grand public, là aussi ça se passe plutôt bien, avec 49% d'augmentation sur l'année, ce qui est un plutôt beau chiffre là aussi. Le segment gaming par contre, donc tout ce qui est Radeon, les consoles et tout ça, là c'est à la baisse par contre, et c'est vrai que c'est une tendance qui avait déjà commencé au trimestre dernier, et ça continue. 59% de moins que l'année dernière à la même période, et 30% de moins sur la séquence, là c'est plutôt mauvais. Alors après, ça s'explique en grande partie par la baisse des ventes de consoles, mais aussi des cartes graphiques. On est sur une fin de cycle pour la génération actuelle, et les ventes sont plutôt basses dans l'ensemble. Et ça semble impacter particulièrement AMD aussi. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est pas la fête, même si la fin d'année devrait être meilleure au niveau de ces secteurs-là, comme c'est généralement le cas. Le gros des ventes, je dirais, pour le segment gaming. Pour les consoles, c'est à la fin de l'année. Pour les cartes graphiques, aussi, c'est là qu'il y a le gros des ventes la plupart du temps. Pour tout ce qui est embedded, alors il me semble que c'était en partie ce qui faisait suite au rachat de Xilinx. C'est pas la dinguerie non plus au niveau de ce secteur-là, avec une baisse de 41% par rapport à l'année dernière, mais 2% de plus sur la séquence. Donc à voir au prochain trimestre comment ça évolue. Mais c'est vrai que sur ces deux secteurs-là, c'est pas génial. Donc pour AMD,
bah, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, hein, même si certains secteurs sont en baisse. Du côté de la bourse, bah, on voit que la réaction n'était pas non plus hyper positive au moment de l'annonce, hein, ça a également baissé, un petit peu moins qu'Intel, mais ça a baissé quand même. Et si on regarde sur l'année, bah, c'est plutôt positif dans l'ensemble, et sur les 5 ans, bon, bah, ça reste quand même une bien plus jolie courbe que celle qu'on a pu observer chez Intel, même si là on voit que bon, en ce moment il y a quand même une petite baisse, mais il semble y avoir une baisse au global aussi sur le marché boursier en ce moment. Alors on passe du côté de chez Nvidia. Alors on n'a pas encore les résultats financiers pour le deuxième trimestre chez Nvidia pour le moment. Ce sera probablement intéressant d'observer ça aussi. On a vu passer cette information là, hein, comme quoi la RTX 3060 12 Go serait sur la fin de sa production, ou de sa vente on va dire, puisque ce seraient les derniers stocks pour celle-ci qui seraient envoyés vers les partenaires hein, pour fabriquer les dernières cartes. Et c'est vrai que c'était grosso modo le seul modèle de carte de la gamme RTX 3000 encore sur le marché du neuf à l'heure actuelle. Et je l'avais retesté début juillet, et on avait pu observer que pour du 1080p, ça reste encore une carte tout à fait capable de faire tourner tous les jeux, même les plus récents. Certes, pas tout à fond, mais souvent de manière quand même très convenable. C'est aussi la carte la plus populaire actuellement au niveau de l'enquête Steam, donc c'est un produit qui a vraiment plutôt bien marché. Après c'est généralement le cas avec les gammes 60, comme on peut le voir de toute façon sur l'enquête Steam, c'est quasiment toujours uniquement des gammes 60 sur le haut du tableau, avec parfois aussi les 3060 Ti, 3070 qui ont été très très populaires, et parfois des cartes un petit fois la 4110 est quand même significativement plus basse, mais c'est quand même assez haut pour une carte de ce segment là. Mais bon, petit à petit, elle va donc disparaître des étals, et c'est vrai que niveau performance-prix, c'était pas forcément la plus intéressante, hein, même vis-à-vis de la 4060, puisque d'un pur point de vue performance-prix, elle était probablement un petit cran en dessous. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant avec la 3060, c'était les 12 Go de VRAM, puisque c'était la carte de chez Nvidia avec 12 Go de VRAM la moins chère. Et c'était aussi une des seules cartes avec 12 Go de VRAM de la part d'Nvidia sur l'entrée de gamme, on va dire. Puisque les 4060 et 4060 Ti, c'est des modèles avec 8 Go. Il n'y avait qu'à partir de la 4060 Ti 16 Go qu'on avait plus que 8 Go de VRAM. C'était quand même un argument en sa faveur, je dirais, dans cette gamme de prix là, si on voulait une carte d'Nvidia pour faire du gaming et peut-être autre chose sur le côté aussi, avec un besoin en VRAM plus élevé que 8 Go. Donc bon, du coup on arrive plus ou moins au clap de fin de la génération 3000, pas loin de 2 ans après l'arrivée de la génération 4000. Personnellement, je suis pas persuadé que la génération 4000 reste sur le marché aussi longtemps, mais bon, on verra bien comment ça se passe une fois que les RTX 5000 arriveront. Et en parlant de RTX 4000, on entend des rumeurs comme quoi certains modèles pourraient être en tension au niveau approvisionnement en Chine, particulièrement les 4070. Pourquoi apparemment, il y aurait une pénurie de puces de RAM en GDDR6X qui équipe les 4070 et supérieurs. Donc en parallèle de ça, Nvidia introduirait sur le marché une 4070 avec de la GDDR6 classique, ce qui permettrait à Nvidia de garder le gros du stock de GDDR6X pour les modèles au-dessus, ce qui paraît relativement logique. Alors après, on pourrait aussi voir ça de manière un petit peu plus cynique, une 4070 en GDDR6, ça voudrait probablement dire une carte moins performante que la 4070 en GDDR6X. De combien moins performante? Bon, on ne sait pas encore pour l'instant, et on verra bien si la carte arrive, mais ça veut aussi dire peut-être moins de coûts de production pour le modèle chez Nvidia en GDDR6. Et si ça se fait, reste aussi à voir comment la carte sera vendue et marketée. On se souvient à l'inverse, pendant la génération 3000, il y avait eu des 3060 Ti en GDDR6X qui étaient légèrement plus performantes et elles étaient vendues un poil plus cher que le modèle en GDDR6. La logique voudrait que s'il y a réellement une 4070 en GDDR6, que celle-ci soit moins chère que la 4070 de base, vu qu'elle serait un poil moins performante et moins coûteuse à produire. Mais bon, la logique à l'heure actuelle, on se demande parfois où elle est, mais bon, on verra bien. Alors il y a d'autres rumeurs qui entourent les RTX 4000 à l'heure actuelle, au niveau approvisionnement, au niveau pénurie possible et compagnie. Bon, ça à prendre avec des pincettes, on verra bien ce qui se passe dans les mois qui viennent, mais c'est vrai qu'on arrive aussi sur la fin de la génération. Donc, bon, de ce qu'on entend dire ici, il se pourrait qu'NVIDIA choisisse de limiter la production des RTX 4000 au profit de la production de puces pour intelligence artificielle qui rapporte beaucoup plus, et ce serait particulièrement les 4070 et 4060 qui seraient les plus impactés, avec des baisses qui iraient jusqu'à 50% de moins au niveau de la production. Ce qui pourrait du coup amener à des pénuries sur certains modèles. Ça me paraît pas forcément déconnant qu'NVIDIA commence, à lever le pied sur la production des RTX 4000, vu que petit à petit, on se dirige vers la prochaine génération. Par contre,
Le fait que ça concerne les 4060 et 4070, c'est plus surprenant. C'est là qu'il y a le plus de volume, c'est les cartes les plus vendues, et c'est pas celles qui seront remplacées en premier avec les RTX 5000. Donc bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais comme je le disais avec l'histoire de la 3060, je pense qu'NVIDIA n'a aucunement envie de se retrouver sur le marché avec un stock de cartes de la génération précédente important. Du coup, avec les histoires de GDDR6X, la baisse des ventes pour les RTX 4000 dans l'ensemble, vu que les attentes se portent beaucoup sur la prochaine génération, il y en a pas mal de monde qui attend la prochaine génération pour acheter, que la production de la génération actuelle soit en baisse volontairement ou pas à cause de facteurs tiers, pour favoriser des produits qui rapportent plus ou pour préparer la suite. Point de vue business, ça me paraîtrait logique. Mais bon, on verra bien comment ça se passe et quel impact ça pourrait avoir. Mais c'est vrai que de là à créer des pénuries sur les modèles les plus vendus, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Alors on parlait de RAM, ben justement, en ce qui concerne la RAM, on entend dire que les prix de la RAM en général pourraient augmenter fortement dans les mois qui viennent, en partie apparemment à cause du boom de l'IA qui est fortement consommateur en VRAM et particulièrement au niveau de la HBM. Bon, après la HBM, je dirais que pour le grand public on n'est pas spécialement concerné. Mais il y a aussi de la transition du côté des serveurs vers la DDR5, et du côté des SSD, la NAND est en forte demande aussi pour les SSD et les smartphones. Du coup, la demande en DRAM, elle est à la hausse, et bien évidemment, quand c'est le cas, les fabricants n'hésitent pas à faire monter les prix. Donc bon, attention, on pourrait se retrouver avec une hausse du tarif des barrettes de DDR5 et des SSD pour la fin de l'année, et en 2025 également. Donc bon, j'ai envie de dire, si vous prévoyez d'acheter du stockage ou de faire une nouvelle config avec de la DDR5, les prix sont pas mauvais en ce moment. Parfois, ça vaut le coup de prévoir quand les prix sont bas et qu'on nous annonce une hausse programmée. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que les prix de la RAM, ça fait souvent un petit peu le yo-yo. Il y a parfois de fortes baisses et il y a aussi de fortes hausses. Ça dépend de la demande. Et c'est vrai que l'impact est souvent assez rapide. Donc là, on entend dire qu'il y aura une forte demande. Prenez vos précautions, j'ai envie de dire. On retourne chez Nvidia avec une nouvelle technologie de rendu, nommée le Neural Materials. Alors, ça fait un petit peu penser à la techno de compression de texture par IA qu'Nvidia avait présentée l'année dernière, et grosso modo, ça permettait d'augmenter massivement la qualité des textures tout en allégeant la charge en VRAM, ce qui permet soit de réduire les besoins en VRAM, soit d'augmenter drastiquement la qualité des textures. Alors après, je dirais l'impact de cette techno-là, c'était au niveau du temps de rendu qui était plus élevé que sur un render classique. Donc ça n'est pas sans aucune contrepartie. On attend d'en entendre parler de cette technique de compression de texture. De ce que j'ai entendu dire, on devrait en entendre parler dans pas très très longtemps, puisque on sent bien que du côté de chez Nvidia, l'intelligence artificielle, ça semble prendre de plus en plus de place dans le rendu pour les cartes graphiques. Donc la vision d'Nvidia pour la suite, elle semble un petit peu plus se préciser aussi avec donc ce Neural Materials. Alors le but, c'est comme avec l'histoire de la compression de texture, c'est d'augmenter le niveau de détail, mais ici des matériaux dans les rendus 3D, en accélérant le shading par 12 à 24 fois par rapport aux techniques traditionnelles, ce qui permet d'avoir un niveau de détail bien plus élevé. Mais le coût en temps de rendu ici serait pas trop important, donc ça me paraît dans l'ensemble plutôt positif. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais clairement, je pense que pour Nvidia, l'IA va prendre du coup de plus en plus de place au niveau des cartes graphiques, et on verra bien quand et comment ça se concrétisera dans les jeux ou les prochaines générations de cartes graphiques aussi. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Alors on passe chez Qualcomm, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y avait eu le lancement de nouveaux PC portables Windows ARM, équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon X, et dans l'ensemble, l'accueil était quand même assez mitigé, ça avait surtout fait grand bruit avec l'histoire de Copilot Plus et tout ça. C'était un petit peu pendant la période qui suivait le Computex, on en avait pas mal parlé. Bon, c'était mitigé, non seulement parce que les grandes déclarations de Qualcomm s'avéraient quand même un petit peu surestimées au niveau des performances et compagnie, mais aussi parce que le prix des laptops était quand même très élevé. On a aussi eu les lancements ces derniers jours de laptops avec la nouvelle génération de processeurs AMD, qui est dans l'ensemble quand même très compétitive et clairement plus performante en perte brute ou en gaming. On devrait aussi avoir l'arrivée de Lunar Lake de chez Intel dans pas trop longtemps sur le segment. Donc clairement, la concurrence arrive, et les ventes des laptops avec processeur Qualcomm n'ont apparemment pas été aussi bons qu'espéré. Ce qui amène fort logiquement une baisse de tarifs, sans surprise je dirais. Puisque pour moi, le gros problème des laptops équipés de puces Qualcomm à l'heure actuelle,
c'est que c'est trop cher par rapport à la prestation globale des laptops en question. C'est vrai que la plateforme Windows ARM, elle est encore très jeune, il y a beaucoup d'applications qui sont pas encore ARM natifs, la compatibilité dans les jeux est quand même loin d'être satisfaisante, du coup, je suis pas surpris de voir des baisses de prix, et Qualcomm prévoir des modèles moins coûteux qui devraient arriver d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Mais on voit que qu'il y a déjà certains laptops qui baissent de tarifs par rapport à leur tarif de sortie, comme là par exemple le Omnibook X de chez HP qui est passé de 1200 à 900 $ aux États-Unis. Donc bon, forcément ça va baisser. Et pour terminer, on retourne vite fait du côté de chez Nvidia, qui pourrait se voir inquiété par la justice américaine suite à la plainte de certains concurrents au niveau du marché intelligence artificielle, où Nvidia a quand même la main mise à l'heure actuelle avec environ 80% du marché, ce qui est énorme. Donc des soupçons de pratiques anticoncurrentielles, avec par exemple des répercussions sur les prix du matos Nvidia pour les clients qui seraient tentés d'acheter du hardware chez d'autres fabricants. Et donc Nvidia proposerait de moins bons deals pour ces clients-là, afin qu'ils se fournissent exclusivement chez Nvidia. Alors évidemment, Nvidia avait clairement plusieurs trains d'avance sur les concurrents, sur le secteur IA, puisqu'ils ont investi massivement sur ce marché-là avant tout le monde. Et ça leur a quand même particulièrement bien réussi, vu leurs résultats financiers ces derniers temps. Alors après, on sait aussi que c'est souvent la jungle dans le milieu entreprise, et qu'Nvidia c'est une boîte très agressive, donc bon, ce serait pas une méga surprise qu'Nvidia tente de conserver, sa position par tous les moyens. Après, est-ce qu'ils usent ou abusent, de pratiques anticoncurrentielles ? C'est justement le but de ces enquêtes, donc on sait pas ce qui en ressortira, et s'il y aura de quelconques suites. C'est des enquêtes, le but c'est justement d'observer ce qui se passe. On se souvient aussi que les locaux d'Nvidia France avaient été visités pour des contrôles vis-à-vis de pratiques anticoncurrentielles. Je sais plus exactement sur quel sujet et s'il y avait eu des suites. Donc bon, dans l'ensemble, je dirais, c'est une affaire à suivre. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, ma chaîne YouTube, c'est débile mais ça aide, donc merci à vous. Et aussi, un énorme merci, comme d'habitude, aux membres de la page Ko-fi et aux membres soutien YouTube, pour leur contribution directe, ça aide la chaîne à survivre. Donc encore un grand merci. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!